Hello tout le monde, bienvenue au podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes prêts ? Let's go ! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Bonjour Sandro, merci de participer au podcast Real Insider. Bien, écoute, bonjour Joël, merci de m'y inviter. Merci beaucoup. Sympa. Et Sandro, alors est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené premièrement dans l'immobilier, puis à reprendre la direction générale du fonds immobilier Roman ? Écoute, l'immobilier, au fond, c'est pas forcément une vocation chez moi. Oui. Lorsque j'étais à la recherche de mon premier job, j'étais surtout orienté vers des banques dans le domaine du négoce d'actions. C'était un peu mon rêve. Et puis finalement, c'est une régie immobilière de la place. D'accord. Qui m'a ouvert ses portes, la première. Et j'ai saisi cette opportunité. Ça m'a d'abord donné l'occasion d'apprendre tous les métiers de l'immobilier que pouvait faire une gérance. Et t'es passé par tous les secteurs existants. Tous les secteurs existants, la location, l'entretien, PPE, le commercial, la PPE, le courtage, la comptabilité. Ok. J'ai fait, pour débuter ma carrière, de nombreux décomptes de chauffage. Alors, c'est pas très excitant. Ceux qui connaissent pas, ça leur parle pas. Oui. Mais ceux qui en font régulièrement savent de quoi je parle. Oui, tout à fait. Alors, donc, et finalement, j'ai opté pour le courtage immobilier. C'est là que je me suis stabilisé pendant quelques années, toujours dans la même gérance immobilière. Mais en sachant qu'à l'époque on était dans d'autres conditions de marché, les taux d'intérêt étaient à 5% et voire plus élevés encore. Et donc on avait beaucoup de dossiers à la vente et pas d'acheteurs. Voilà, donc c'est exactement l'inverse de ce que l'on vit aujourd'hui. Oui, alors c'était plus compliqué. Je suis un des rares opérateurs encore qui a connu en exercice, qui a connu la dernière crise immobilière et ses conséquences. Voilà. Il y avait Alberto Fernandez de Derham, on parlait aussi qu'il l'avait vécu. Il l'a vécu aussi, oui. D'ailleurs, je l'ai côtoyé chez Derham à l'époque. Voilà. Ouais. Très peu de temps, on s'est croisés chez Derham à l'époque. Trop bien. Tout à fait. Et puis les décomptes de chauffage, alors c'est marrant, mais ma maman est dans l'immobilier, elle prend sa retraite. À la Régie Chameau, et ça fait 40 ans qu'elle fait les décomptes de chauffage, donc voilà. Je les connais. J'en ai entendu parler. Du coup, tu succèdes à Bruno de Siebenthal qui a tenu la barre plus d'une vingtaine d'années ici. Arrivé à la tête d'un fonds aussi installé, est-ce que, premièrement, c'est un cadeau, une pression? Forcément, tu me diras à quel âge t'es arrivé ici. Et dans un deuxième temps, est-ce que t'as voulu préserver des choses ou est-ce que t'as eu envie de faire évoluer ce fonds? Alors écoute, j'y suis arrivé, j'avais 30 ans quand j'ai commencé. D'accord. J'ai repris la direction un peu plus tard. Mais pour répondre à ta question, je crois que c'est vraiment un cadeau d'avoir pu succéder à Bruno de Siebenthal qui a laissé une situation et ses prédécesseurs avant lui, une situation financière du fonds qui est toujours particulièrement solide. Donc on a pu construire et justement ce que j'ai voulu préserver, c'est cette approche liée à la solidité financière du produit, qui soit capable de faire face. Justement, je te parlais de crise immobilière tout à l'heure. Tout à fait. Ça fait très longtemps qu'on n'en vit plus. On a connu quelques soubresauts, notamment en 2023, la dernière fois, avec une hausse très légère des taux d'intérêt, mais qui a eu un impact. Mais au fond, c'est de toujours conserver un produit qui puisse faire face aux difficultés. Ça a été mon premier souci. C'est toujours une volonté de ma part, mais à côté de ça, bien évidemment, le marché a beaucoup changé, beaucoup évolué, beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup de nouveaux produits, et c'est devenu beaucoup plus concurrentiel. Et il faut évidemment faire évoluer le produit en le faisant progresser, sa fortune, sa taille, ça c'est très important. Mais préserver la qualité, je crois que ça c'est vraiment le principal objectif que j'ai voulu garder. Et cette solidité face, alors je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, mais l'avenir il est peut-être un peu plus incertain qu'en ce qu'on pourrait le
pensée, du coup, ça devient une force parce qu'on ne sait pas si un jour on va revivre cette crise. Certains en parlent, d'autres non. J'ai fait des pertes caisse dernièrement où il y avait quand même un certain point d'interrogation sur l'avenir. Quel est ton avis sur ce sujet? Alors, écoute, je reste très optimiste, hein, quelle que soit l'évolution qui va arriver en termes de conditions cadres. Je reste très optimiste. On est dans un marché qui s'est quand même considérablement professionnalisé. Tous les opérateurs sont conscients quand même un peu des risques et légères en fonction de leurs produits avec leur stratégie. Oui. Notre volonté, c'est pour ça qu'on est reconnu auprès des investisseurs, c'est de rester un peu plus conservateur que les autres. On a cette volonté-là, c'est une philosophie. Oui. Pour justement, une crise, c'est une période de choc qui peut être très difficile à passer, mais c'est aussi une période d'opportunité. Donc l'idée, c'est de rester prêt pour saisir des opportunités et lorsque le marché se retournera, on n'espère pas évidemment qu'il se retourne de manière brutale, qu'il se retourne tout court. L'idée, c'est quand même de continuer dans un marché qui reste porteur, mais c'est d'être prêt à saisir des opportunités, prêt financièrement, prêt au niveau du portefeuille, de l'organisation, etc. Génial. Et du coup, tu rebondis un petit peu à la troisième question que je voulais donner, mais aujourd'hui, pour ceux qui découvrent le fonds immobilier Romand, donc le FIR, c'est un fonds lancé en 1953, coté en bourse, exclusivement résidentiel et 100% Romand. Est-ce que tu peux finalement nous expliquer ce positionnement et les raisons de ce choix? Alors, il est historique, bien évidemment. C'est lié à cette fameuse solidité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi? Alors, la volonté, c'était de poursuivre les investissements dans le bassin naturel qu'est celui du FIR, le bassin d'investissement naturel qu'est celui du FIR, celui dans lequel on a le plus de réseaux. Oui. C'est donc le bassin lémanique. Il se trouve que c'est l'une des régions les plus dynamiques de Suisse, les plus porteuses de Suisse en matière immobilière. Très probablement, ça va le rester. Donc, c'est un positionnement qu'on veut conserver, qui est reconnu par les investisseurs, qui est apprécié par les investisseurs, qui souhaitent, au contraire, qu'on évite de diversifier nos investissements d'une manière géographique, c'est-à-dire de rester, entre guillemets, pur et concentré sur la Suisse romande. Et à proximité de vos biens, finalement, vous pouvez les gérer facilement. On est évidemment plus efficace quand on est proche des biens, c'est plus simple à gérer. Et on prend les meilleures décisions. Bien sûr. Et puis vous avez une belle équipe que je connais, que j'ai pu découvrir, plus des prestataires de qualité. Vous avez fait un event avec toutes les régies immobilières avec qui vous êtes en relation. J'avais vu un post passer sur LinkedIn que vous bossez avec ces régies depuis beaucoup d'années, ce qui montre aussi une certaine confiance et un vrai partenariat depuis longtemps, ce qui marque aussi la solidité et les relations finalement du fonds immobilier. Absolument, c'est une volonté, c'est aussi un positionnement particulier qu'on a sur le marché. C'est une volonté d'entretenir des relations avec nos gérances, des relations dans la durée. Oui. Depuis 2000, on a à l'occasion de l'event recherché quelques chiffres et produit quelques statistiques et j'ai vu qu'on avait une durée de mandat moyenne de 17 ans et demi depuis 2000 avec nos gérances. Donc on est vraiment des propriétaires fidèles. On veut travailler dans la durée avec nos gérances. On veut développer nos relations avec nos gérances et on pense que c'est très important. On veut aussi ne pas limiter à quelques gérances la gestion de nos immeubles. On essaye de s'ouvrir un maximum et notre modèle d'affaires, au fond, l'organisation informatique, etc., tout ce qu'on a mis en place nous permet de le faire assez facilement et c'est quelque chose qu'on veut poursuivre. Est-ce qui vous permet aussi de rester du coup flexible, ce qui n'est pas antinomique Absolument. La loyauté, la longévité, 165 immeubles, près de 4700 logements. Peut-être que tu me diras si c'est juste ou pas. Une fortune de presque 2 milliards, environ 75% du parc situé dans le canton de Vaud. Cette concentration romande, c'est une de vos plus grandes forces, mais est-ce qu'elle pourrait comporter un risque? Alors c'est d'abord une force, puisque comme je disais avant, bassin lémanique, Suisse romande, région très dynamique, ça va le rester, on y croit beaucoup. Ça peut être un risque, effectivement, si le marché se retourne et que la région souffre plus que les autres. On essaye un peu de diluer ce risque ou de mitiger ce risque en investissant dans des immeubles dont la taille moyenne est peut-être inférieure à la moyenne du marché. Nous, on croit beaucoup
Contrairement à d'autres acteurs, on croit beaucoup dans les petits immeubles, petits immeubles locatifs bien situés. On a vu avec notre expérience de gestion depuis le lancement du fonds que ces immeubles sont finalement très simples à gérer, très peu coûteux et nécessitent très peu d'attention. Et finalement, les gens qui les occupent s'y sentent très bien et on n'a que très rarement des soucis avec ce type d'immeuble. Et lorsque des interventions techniques sont nécessaires, c'est en général beaucoup plus simple aussi. C'est génial parce que, alors, c'est pas dans les questions, mais vous avez fait, avec les normes ESG, aussi des sondages locataires avec des retours qui étaient très positifs, ce qui montre aussi que c'est pas que des dires, c'est aussi des faits parce que chaque année, vous faites des sondages, des reportings pour être au plus proche et prendre la température au plus proche de vos locataires. On essaye, effectivement, on essaye d'amener le plus de confort et de commodité possible, mais en tout cas que les gens se sentent bien dans leur logement. Génial. On aurait une question sur la rénovation énergétique, mais ça va venir après. Mais tu disais lors d'IMO 25 qu'on trouvait encore des opportunités intéressantes. Alors, je pense que pour les auditeurs, là, ça va être très intéressant, hein. Mais où allez-vous concrètement les chercher, ces opportunités? Est-ce que c'est dans le neuf, dans la rénovation, de la surélévation ou ailleurs? Ou c'est finalement grâce à ton réseau qui était construit depuis 1953? Ou est-ce que... C'est un mix de tout ça, finalement. Aujourd'hui, on voit que le sourcing des dossiers est toujours plus compliqué. Enfin, des bonnes opportunités, c'est évidemment un objet à des conditions de prix plus favorables que celles du marché actuel. C'est très compliqué à identifier. Donc, on essaye un peu d'exploiter tous ces filons que tu viens de citer. Créer de la valeur, c'est réaliser aussi un peu de réserve locative lorsqu'il y a des opportunités de le faire. C'est réaliser des travaux dans les immeubles pour améliorer la substance et leur valorisation aussi. Surélever, densifier lorsque c'est possible. Et puis ce qu'on fait aussi maintenant en recherche d'investissement, c'est qu'on sort un peu des centres pour aller rechercher des rentabilités. Mais lorsque je dis sortir des centres, c'est pas forcément aller n'importe où, c'est rester dans des situations, dans des micro-situations qui restent bien connectées à leur territoire local, et puis dans des environnements qui sont plaisants pour les occupants des immeubles qu'on envisage d'acheter. Donc pour nous, c'est vraiment, au fond, on essaye d'acheter pour le fond des immeubles qu'on achèterait pour nous-mêmes, quoi. Génial. Ok. Et le FIR est un fonds coté, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs. Pour l'auditeur qui hésite à investir, quelle est la véritable différence entre un fonds immobilier coté et un fonds non coté? Quels sont ses avantages, ses limites peut-être? Et pour quel type d'investisseur ce modèle fait-il réellement sens? Alors, aujourd'hui sur le marché, ce qu'on voit, c'est que la distinction entre les fonds cotés et non cotés, les fonds cotés sont accessibles à tout public, sans restriction. Sur SIX pour la plupart. Exactement, c'est comme une action Nestlé, on peut aller sur un site boursier et puis échanger des parts. Les fonds non cotés, évidemment, sont pas accessibles à tout public. En principe, c'est des fonds qui restent réservés à des investisseurs qualifiés. Alors, un investisseur qualifié, c'est une définition qui est donnée dans la loi sur les placements collectifs. C'est principalement des institutionnels. Et des grosses structures, on va dire. Des sociétés qui gèrent leur trésorerie de manière professionnelle, ou bien des clients privés fortunés qui ont un mandat de gestion, etc. D'accord. Ok. Donc, c'est la principale distinction aujourd'hui sur le marché entre le coté et le non coté. D'accord. Donc, l'avantage d'être coté, c'est que c'est assez accessible finalement plus ou moins à tous, du moment qu'on a une certaine somme à investir, alors que l'autre, c'est un peu plus exclusif et réservé à des grosses structures financières, on va dire. Exactement. Plus importantes. Exactement. Dans le fonds immobilier coté, finalement, c'est la possibilité pour l'investisseur qui ne souhaite pas investir en direct de détenir quand même de l'immobilier, de profiter des avantages de l'immobilier à partir de 150 francs ou 200 francs, qui est le montant d'une part d'un fonds immobilier selon les cas au prix en bourse actuellement. Ouais. J'en ai d'ailleurs sur Revolut, maintenant que j'y réfléchis. Je suis en train de dire, oui, mais il y a les fameux PSP, Swiss Prime Site, etc. Le rachat du parc de la SICAF BSF que vous avez annoncé récemment aussi sur LinkedIn n'est pas une opération qui se présente tous les jours. Toi, en tant que CEO justement du FIR, comment une telle décision se prend-elle? Qu'est-ce qui fait que tu décides de signer ou au contraire de passer ton tour? Parce que je pense qu'il y a des opportunités que tu as aussi refusées, sûrement pour des questions de rentabilité, mais
Il y a peut-être d'autres facteurs aussi. Oui, tout à fait. Non, mais je crois que ce qui faisait l'attractivité de ce parc immobilier-là, c'est que justement, c'était une occasion rarissime sur le marché ou presque unique. Ah, génial. Et donc, c'est ce qui a forcé notre intérêt aussi dans le cadre du processus d'acquisition. Et puis, la deuxième chose, mais ça, c'est plutôt un concours de circonstances, c'est que c'est une opération qui arrivait à un moment un peu charnière. On sortait d'une période de hausse des taux, on amorçait la baisse des taux, donc 2023-2024, on était en 2024, mais tous les investisseurs s'étaient pas encore remis en ordre de marche à ce moment pour saisir toutes les opportunités du marché, et donc ça nous a laissé un peu plus d'espace. Et puis il se trouve qu'on a eu des très très bons contacts avec la contrepartie qui était la BCF, c'est un écosystème qu'on connaît bien, et les contacts se sont très très bien passés, et on a pu réaliser la transaction à satisfaction, disons, de toutes les parties prenantes. Et nous, on est très très heureux maintenant d'avoir pu intégrer ce portefeuille dans le FIR. L'intégration opérationnelle, c'est terminé, c'est très bien déroulé, et on va boucler au 30 juin le premier exercice avec l'impact de ces nouveaux immeubles. Donc on est très heureux. Génial. Et ça, c'est du coup dû d'un côté à votre réseau du coup et à votre solidité financière d'avoir pu justement saisir cette opportunité entre guillemets peut-être avant certains confrères. T'as raison de le souligner. Quand je parlais de période charnière, c'était une période également durant laquelle les banques étaient beaucoup plus frileuses dans l'octroi de crédit. L'accès aux fonds étrangers était beaucoup plus compliqué, et on n'a pas eu cette difficulté-là. Donc, on était capable de s'aligner immédiatement et de prendre des engagements fermes. Voilà. Okay. Donc ça a été un très gros avantage aussi pour nous. Super. Et comment réponds-tu avec le FIR à une réglementation aujourd'hui qui évolue sans cesse, ainsi qu'à des exigences toujours plus importantes en matière d'énergie, de durabilité, de reporting? Vous avez encore sorti dernièrement une note sur le SSREI, Sustainable Swiss Real Estate Ranking, un truc comme ça. Exactement. Vous aviez une note de 1.71, alors que le marché l'année passée, il était à 1.68. Je veux pas dire de bêtises, je me base sur ce que j'ai pu voir à gauche à droite. Mais voilà, c'est toujours, on en demande toujours plus, ce qui est normal. Mais comment toi tu réagis face à toutes ces demandes très exigeantes? Écoute, ça fait partie des nouvelles règles du jeu. Il y a une attente du côté des investisseurs. Il y a un marché de prestataires et de produits et de solutions qui se crée. Et puis il y a les promoteurs de fonds qui doivent aligner leurs prestations en fonction des attentes des investisseurs. Et tout ça va dans un sens de professionnalisation du marché, d'amélioration de la gestion, et puis de transparence aussi quelque part, même si tous les indices sont pas comparables, même s'il y a pas mal de choses différentes qui existent dans le marché, mais finalement ça va dans le bon sens. C'est plus exigeant, c'est plus coûteux aussi. Il faut quand même savoir que ça nécessite quand même des investissements en termes organisationnels, en termes de réalisation, en termes de ressources humaines même. Voilà. Vous avez engagé du monde lié à l'ESG. Exactement. Donc effectivement, on essaye de répondre aux attentes des investisseurs. Et puis au fond, c'est une extension des exigences européennes, parce que finalement la Suisse ne fait que suivre la réglementation européenne, et en matière de ESG et RSE, il y a beaucoup de choses qui viennent de là, qui découlent de ça. Donc c'est positif parce qu'on nivelle tout ça vers le haut. On nivelle vers le haut, ouais, tout à fait. Génial. Et que penses-tu? Alors je pense que tu le sais d'ailleurs, mais quelle image penses-tu que les professionnels, le grand public, ont aujourd'hui du FIR? Alors grand public, généralement le grand public ne connaît pas les fonds immobiliers, mais dans le milieu de l'immobilier, je pense que tu as aussi des confrères que tu connais depuis beaucoup d'années, etc. Quelle est l'image que toi tu souhaiterais véhiculer, et que penses-tu que les gens pensent du FIR aujourd'hui? Alors, écoute, il y a deux choses. L'image peut-être qui est perçue du FIR aujourd'hui, si on parle des professionnels, c'est sans doute une image d'un produit bien établi, solide, sérieux, et très conservateur. D'accord. Et puis ce qu'on aimerait, peut-être que les gens perçoivent à l'avenir, la nouvelle image qu'on aimerait donner du FIR,
c'est un FIR qui soit un peu plus dynamique, un peu plus à l'écoute du marché, et un peu plus visible aussi peut-être sur le marché. Donc donner une image, toujours conserver ce caractère professionnel, cette image professionnelle, solidité financière, mais l'accompagner au fond avec les évolutions normales du marché. Et avec les codes digitaux d'aujourd'hui, les codes digitaux d'aujourd'hui aussi, ça en fait partie. Donc redonner un peu de peps à l'image, peut-être qui est pas ternie, mais qui mérite d'être un peu dépoussiérée. Ok. Bon, t'as fait l'USPIVO Talk. C'est une expérience, je pense aussi pour toi. Je sais pas si c'était une grande première. Là, c'est un deuxième podcast et je te remercie d'y participer parce que ça faisait un moment que je voulais t'avoir autour de cette table, pardon. C'est un vrai exercice, mais finalement, t'es super à l'aise. Ah, écoute, je te remercie. mais c'est vrai, alors, on se cachait pas. On pensait, et je pense toujours que la discrétion peut aussi être une qualité. Bien sûr, tout à fait. Et donc ça faisait partie un peu des qualités qu'on essayait de cultiver. Donc la discrétion, donc ça reste quand même quelque chose. On veut se montrer, mais pas trop. Voilà, ça reste quand même une des prérogatives ou une des spécificités du FIR. Okay. On veut que ça reste ainsi. C'est une volonté de maîtriser votre communication, puis pas trop en faire non plus, parce que c'est vrai que ça sert à rien. Ça sert à rien. On essaie de se focaliser sur une communication qui soit un peu plus factuelle. Oui. On sait qu'il y a des attentes. Enfin, j'entends l'image de l'immobilier dans le public, la perception des locataires, de la population générale de l'immobilier dans le public. Je pense que c'est important aussi de donner une image responsable. Oui. Très important. Aligné. Alors, il y a les attentes des investisseurs, mais il y a aussi les attentes de la population, des locataires. Tout à fait. Et je crois qu'on doit respecter ces deux attentes. Et le but du FIR, c'est de donner une image qui soit respectueuse de ces deux attentes et puis de travailler en même temps pour les investisseurs et pour les locataires. Génial. Et aujourd'hui, le résidentiel romain est souvent considéré comme une valeur refuge, mais est-ce que tu vois d'autres types d'opportunités immobilières émerger à l'avenir? Alors, il y a beaucoup de segments de niche qui émergent actuellement. Il y a par exemple beaucoup d'investissements dans les logements pour étudiants, dans les logements pour seniors. On sait que démographiquement, bien que notre pays va connaître une évolution, enfin tout le monde en a connaissance, on va tous devenir beaucoup plus âgés et bientôt on sera plus nombreux, les personnes âgées seront beaucoup plus nombreuses que les jeunes et tout ça modifie aussi les besoins en matière de logement, donc il faut s'adapter. Et il y a des investisseurs qui font un focus actuellement là-dessus. Nous, notre objectif, c'est d'adapter nos immeubles au maximum à l'évolution du marché, des attentes des occupants. Donc partout où c'est possible, réglementairement et techniquement, on essaye d'adapter nos logements au vieillissement de la population, en essayant d'aider les personnes à mobilité réduite aussi de pouvoir occuper nos logements et je parle d'immeubles existants. Bien sûr, les immeubles neufs, évidemment. On est dans une autre situation, mais l'idée c'est d'adapter nos immeubles à l'évolution du marché. Après, il y a des segments qui concernent aussi les logements de courte durée. Il y a pas mal d'investissements. Très à la mode en ce moment. Enfin, pas à la mode, c'est un vrai besoin en fait. Il y a un vrai besoin. Donc aujourd'hui, il y a des investisseurs qui répondent à ce besoin-là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est que la situation de marché est telle que dans ces segments d'investissement, dans ces investissements-là, le delta de rendement par rapport à l'immobilier traditionnel résidentiel tel qu'on le fait aujourd'hui, il n'est pas suffisant pour justifier d'une prime de risque supplémentaire. D'accord. C'est le constat qu'on fait, donc c'est pour le moment on reste plutôt en retrait par rapport à ces aspects-là. Et ça je l'avais pas noté, mais quel est ton avis sur le viager? Parce qu'il y a un fonds ou deux maintenant qui font du viager entre guillemets. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Parce que ça peut être des très belles opportunités, mais d'un autre côté, enfin voilà, ça peut être un sujet sensible de faire du viager, on va dire. Non, alors c'est d'abord très compliqué comme concept. Il y a une inconnue en fait. Il faut le faire comprendre dans la valorisation des biens, la manière dont c'est valorisé, la manière dont juridiquement c'est traité, et puis finalement l'incertitude entre le moment où on investit puis le moment où on va entre guillemets récupérer le bien. Donc c'est conceptuellement c'est déjà assez sophistiqué. C'est évidemment pas du tout dans notre segment d'investissement.
ça rentre pas dans notre stratégie, mais c'est des concepts qui répondent à des vrais besoins. Oui. Des besoins qui sont peut-être pas encore perçus comme tels par tous les intéressés. Sinon, ça n'existerait pas. C'est comme avant avec Uber, les gens crachaient sur Uber parce que c'était les taxis. Mais au final, tout le monde l'utilise. Il faut juste qu'il y ait... Il faut que ça rentre effectivement dans les mœurs, mais je pense que ça répond à un vrai besoin et que c'est un vrai service. Oui. Et que c'est appelé à se développer aussi. Il y aura d'autres solutions très probablement qui vont émerger aussi, puisque le but c'est de suppléer ou de pallier la difficulté de refinancer des biens quand on arrive à un âge très avancé. Tout à fait. Ou bien de prévoir des solutions de succession quand on possède qu'un seul bien immobilier. Mais il y a peut-être d'autres solutions qui vont émerger, mais ça c'en est une, et puis c'est une bonne solution. Ok. Et la rénovation énergétique d'un parc immobilier représente des investissements souvent considérables pour l'ensemble des propriétaires, que ce soit institutionnels ou des propriétaires privés. Honnêtement, les objectifs fixés par la Confédération, est-ce qu'ils sont réalistes? Ou on demande parfois l'impossible aux propriétaires? Je te donne un cas de figure d'une personne qui a fait un podcast avec moi, qui est architecte, qui me disait, mais des fois, même les institutions entre elles ne parlent pas. Donc c'est tellement long que c'est compliqué. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires dans tous ces objectifs, mais c'est vrai que sur le terrain, la plus grande difficulté, c'est les difficultés bureaucratiques et réglementaires. Donc les lois ne sont pas faites pour cohabiter entre elles. Il y a des lois contradictoires entre elles, mais il y a un objectif qu'on impose à tout le monde, et on doit faire avec. Oui. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Je dirais que à l'aune des connaissances et des techniques d'aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que on n'y arrivera pas. D'accord. Par contre, je suis très confiant. Je pense qu'on va connaître quand même des progrès technologiques ces prochaines années, et que c'est ce qui nous permettra de nous approcher de ces objectifs-là. Plus vite. Donc, je pense qu'il faut rester confiant. Le domaine immobilier, secteur immobilier, finalement, quand on parle de matériaux, quand on parle d'installations techniques, de systèmes de chauffage, etc., production d'eau chaude, on est encore à l'âge de la pierre, quoi. C'est un euphémisme, immobilier, l'âge de la pierre, mais on est encore à l'âge de la pierre, et j'ai confiance que les progrès techniques nous permettront d'atteindre ces objectifs-là. Mais tu sais, c'est super intéressant, et je rebondis avec le podcast que j'ai publié hier de David Nard. David Nard est le directeur de Genilem, qui a accompagné plus de 300 startups, 3000 employés, alors que ce soit de l'immobilier ou autre. Et il disait justement que l'une des barrières dans l'immobilier, c'est que il voit beaucoup d'avancées technologiques. Ils suivent en fait des startups qui se lancent. Et là, c'est une startup qui est dans la brique, mais qui le fait d'une façon ultra écologique. Mais il disait aussi, pour faire couvrir tous les secteurs, que l'immobilier était un milieu un peu plus particulier parce qu'il y a plusieurs décideurs et les barrières sont un peu plus compliquées. Par contre, moi, ce que j'identifie aussi, c'est que du moment que ton produit est prouvé, on peut faire le cas avec eProperty, avec Technis ou autres, qui sont des PropTech qui se sont lancés. Après, ça déroule parce que le produit, finalement, si c'est concret, ça fonctionne dans un immeuble, ça a fonctionné dans tous les immeubles. T'en penses quoi de ça, justement? Non, c'est juste de déployer des solutions à l'échelle nationale ou auprès de tous les propriétaires. C'est aujourd'hui, j'en connais pas. Oui. C'est très difficile, c'est trop difficile. Le marché est très fragmenté. Spécificité du marché immobilier. Les réglementations sont cantonales. Oui. Alors ça, c'est encore un autre... ce qui crée encore des frontières à tous les niveaux dans d'autres secteurs. Et puis la majorité des propriétaires immobiliers sont des privés. Oui. On parle beaucoup d'institutionnels, mais finalement ça représente une minorité de propriétaires du parc immobilier suisse. Chacun sa stratégie. Et puis chacun a sa stratégie, et puis ses moyens, etc. Donc c'est extrêmement difficile de déployer des solutions à très large échelle. Puis si on parle des solutions concernant des matériaux, etc., c'est des solutions qui doivent venir des fournisseurs eux-mêmes, des producteurs eux-mêmes, et ça prend du temps. Il faut pouvoir produire à large échelle. Donc il y a tout le temps de la recherche, le temps du développement, le temps coûteux financièrement. Et c'est très coûteux financièrement. Et puis après, il faut pouvoir déployer. Donc il y a des solutions logicielles, notamment dans le domaine des économies d'énergie ou du suivi des économies d'énergie et consommation énergétique. Il y a des solutions en guillemets matérielles qui doivent venir des fournisseurs. Et là, on est très en retard encore pour le moment. Et puis si des startups arrivent à trouver des solutions concrètes,
Après, il faut pouvoir les déployer auprès des producteurs, et là, ça devient plus compliqué. L'aspect financier, il est déterminant. Le coût de production de l'immobilier, c'est un facteur clé. Oui. Et j'ai vu des startups malheureusement se casser les dents parce qu'ils avaient sous-estimé complètement ça. C'est qu'au final, il y a quand même une notion de rendement au-delà de tout ça. Vu que c'est des fonds qui sont cotés, donc ça fait, enfin, fonds cotés ou pas, mais ça fait partie du jeu. Donc, il faut faire attention au greenwashing. Des fois, c'est ce que disait justement David Nard, faut pas tomber amoureux de son idée, parce que c'est la meilleure façon de se prendre le mur. Je pense que ça résume assez bien. Ah non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc voilà. Et selon toi, les deux dernières questions, quel est le prochain grand défi de l'immobilier ici en Suisse qui se profile, et quel est le secteur qu'on sous-estime peut-être encore aujourd'hui? Mais bon, c'est une question un petit peu mal tournée, pardon, donc je vais la refaire. Quel est selon toi le prochain grand défi immobilier qui se profile en Suisse? Écoute, le prochain grand défi, le défi actuel, c'est de pouvoir produire des nouveaux logements. J'entends, c'est le gros défi. Et puis, je dirais que ce défi s'accompagne d'une contrainte démographique. Alors, il y a la contrainte démographique, mais je dirais que le plus grand défi à côté de ça, c'est de les produire à un coût raisonnable pour atteindre des loyers qui soient dans les limites de la majorité de la population. Et ça, c'est le gros problème. Aujourd'hui, on a les coûts de production qui sont beaucoup trop élevés. Ça, c'est je parlais de la réglementation tout à l'heure, mais on a connu une hausse massive des coûts de rénovation et des coûts de production de logements simplement liés à l'introduction des nouvelles normes, des nouvelles lois récentes en Suisse. Et rien que ça, on peut le résumer à 20% de plus de hausse des coûts de production. On partait de niveaux déjà très élevés. Après, il y a le coût des matières premières après Covid. Durant le Covid et après Covid, les prix des matières premières n'ont pas baissé, donc ça c'est resté à un niveau plus élevé qu'auparavant. Donc aujourd'hui, on produit trop cher pour pouvoir offrir des loyers abordables. Et ça, c'est vraiment le défi le plus important qu'on a tous. Okay. Et pour le moment, il y a vraiment pas de solution aujourd'hui qui se profile, quoi. Ça, c'est surtout que le SVIT et l'USPI portent ce genre de message, mais ça bouge pas. Alors, on nous écoute, mais on nous entend pas. Et puis, rien ne bouge au niveau de la réglementation, c'est clair, quoi. Ok. Et alors, une question un peu plus personnelle, mais s'il y a un jeune aujourd'hui qui nous écoute et qui rêve, bon, le mot rêver est un grand mot, mais qui souhaite faire carrière dans un fonds immobilier, quel conseil lui donnerais-tu et sur quelles compétences devrait-il, selon toi, particulièrement miser? Et je vais même mettre à jour cette question parce que j'en parlais aussi de nouveau hier, parce que je suis passionné aussi de ça. On me disait, par exemple, que les courtiers, les jeunes courtiers assistants qui allaient saisir des opportunités terrain en faisant à l'époque du télémarketing ou autre. Aujourd'hui, j'en parlais avec Thibaut de Popetti. Il me disait, avec l'IA, il y a des jobs qui vont disparaître, c'est clair. Donc, il faut se mettre à jour et savoir utiliser l'IA en faveur de tous ces jobs qui n'existeront plus, mais ça va en créer des nouveaux. Est-ce que toi, pour faire entre guillemets carrière, quel conseil lui donnerais-tu, Et puis, est-ce que, par exemple, l'IA est une compétence sur laquelle il devrait miser aujourd'hui, ou pour toi, c'est pas encore le cas, par exemple? Non, alors pour moi, c'est difficile de répondre à cette question-là. C'est vrai que les nouvelles technologies vont avoir un impact déterminant, mais dans tous les métiers, pas seulement dans celui de l'immobilier. Tout à fait. Pour moi, ce qui reste important, c'est quand même de connaître le secteur dans lequel tu veux évoluer. Donc, de t'informer, d'apprendre le métier à la base, quelles que soient les nouvelles technologies qui vont arriver, parce qu'utiliser une nouvelle technologie, tu pourras t'y faire, mais si tu utilises la nouvelle technologie sans savoir à quel résultat tu vas aboutir, ça sert pas à grand-chose. Donc, je pense que d'apprendre le métier à la base, ça reste quand même déterminant. Et puis ensuite, évidemment, il faut être flexible intellectuellement et puis savoir saisir l'opportunité des nouvelles technologies pour utiliser ça à ton avantage. Mais avoir les bases métiers, ça reste quand même déterminant, je pense. Oui, alors, et en plus, la plupart des gens ou des directeurs que j'ai eus, qui sont dans les fonds immobiliers, les régies ou autres, ont tous dit comme conseil, forme-toi dans tout. Quand t'as démarré, t'as fait de la gérance, t'as fait de la PPE, t'as fait du courtage, etc. Donc, parce que l'immobilier, c'est comme quand on dit marketing. Mais il y a tout dans l'immobilier. Il y a tellement de verticales, du décompte de chauffage,
jusqu'à la PPE. Et donc, si t'es pas un expert immobilier, il peut tout et rien faire. Donc, je pense que c'est important de passer dans chaque, entre guillemets, secteur, section, voir ce qui te plaît le plus, mais au moins avoir vraiment une vision et comprendre le fond, avoir un dénominateur commun qui est cette formation et d'être un peu touche à tout et avisé par rapport à toutes ces problématiques. Je pense que c'est important, ouais, tout à fait. Trop bien. Dernière question, est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais voulu que je te pose? C'est une bonne question. J'en vois pas, non. Je pense qu'on a vraiment ratissé large et qu'on a parlé, on a bien parlé un peu de tous les sujets, en tout cas ceux auxquels je pouvais répondre. Génial. Voilà. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce podcast. On fera peut-être un point dans 5-10 ans, voir comment ça a évolué et si le marché s'est retourné. En tout cas, merci beaucoup Sandro. Et merci d'avoir participé au podcast Real Insiders. Merci à toi Joël, c'était très sympa. Merci beaucoup. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.